Bien, bonjour à tous. Je vais introduire un petit peu la présentation plus détaillée que va faire Sylvain Omar avec des images. Rassurez-vous, il y aura aussi des images. Mais dans un premier temps, on va se situer un petit peu en amont par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire dans ce jeu d'équilibre entre la construction elle-même, l'objet de la construction, et au moment où ça se détache et ça devient un peu objet. Donc, matériaux et archéologie du bâti en Bourgogne, quels enjeux pour l'histoire de la construction? Dans un précédent exposé, ici, il y a une dizaine d'années, nous avions déjà abordé certains aspects de cette question et que j'avais intitulé « Nécessité et finalité d'une matériothèque ». Alors, si notre réflexion a évolué, cette nécessité reste toujours de mise aujourd'hui. Il s'agissait, tel que je l'avais évoqué à l'époque, je vous le rappelle, de poser le problème des matériaux déposés lors des restaurations des édifices et des constructions anciennes. Le terme déposé, dans son sens propre, c'est-à-dire défaire ce qui a été fixé, selon le dictionnaire Robert, laisse aussi entendre une action douce, sereine, relative et posée. Chacun sait cependant que dans les urgences, ou le simple fonctionnement des chantiers, il n'en est rien. Il demeure la plupart du temps un vide juridique et scientifique, chez nous en tout cas en France, où, sauf exception, les matériaux sont délaissés, oubliés, si ce n'est jetés. Ces matériaux font partie de notre histoire et sont, pour nous, archéologues, aussi des témoins, au même titre que des tessons de céramique ou de verre, tels qu'on peut les trouver dans les couches stratigraphiques ou ce qui est conservé depuis longtemps dans les musées. Cette démarche, effectivement, est archéologique. Elle est issue de l'histoire et des pratiques développées depuis bientôt 3 décennies dans notre centre. Son histoire, c'est celle d'un centre de recherche interdisciplinaire, le Centre d'études médiévales d'Auxerre, qui a été cité tout à l'heure, où se retrouvent à la fois des historiens de l'art et archéologues, donc créé il y a 25 ans. Il permet de s'ouvrir aussi à travers des séminaires, des stages, des publications, des revues, mais aussi, bien entendu, des chantiers archéologiques. C'est un centre qui est avant tout tourné vers le Moyen-Âge, mais comme vous le verrez, les questions qu'on peut se poser à travers les matériaux déposés ou à travers les observations, cette archéologie du bâti, de ces monuments, transgressent bien entendu les périodes au niveau des méthodes. Et ne concernent pas seulement les grands édifices majeurs ou les grands édifices religieux, mais aussi, bien entendu, les constructions castrales ou les maisons civiles. Mais sa spécificité est sans doute dans la dimension recherche. L'intervention, même dans le cadre d'une restauration, pour nous, doit se croiser avec une problématique inscrite dans l'histoire. La démarche dans notre centre, avec des historiens des textes, avec ceux qui sont exigeants du point de vue critique, des sources notamment, tout cet aspect, cette démarche a contribué à forger une approche tout à fait donc exigeante vis-à-vis de la construction, qui ne peut s'arrêter à la reconnaissance des formes, même si celles-ci vont jouer un rôle dans nos avancées. En effet, dans les travaux qu'on peut mener actuellement, par exemple sur cette grande abbatiale de Vézelay, on a une attention tout aussi grande au système de construction, à la chronologie, aux matériaux, qu'aux formes, notamment quand il s'agit évidemment du grand tympan sculpté. Mais c'est l'approche du bâti, c'est l'approche de la reconnaissance du montage des blocs, de la présence de certains mortiers qui nous ont permis, par exemple, avec des collègues, de proposer tout à fait d'autres hypothèses qui ont des conséquences sur l'histoire de l'art, en général, l'histoire de la sculpture. Donc ce centre, c'est à la fois donc une histoire qui a commencé il y a 25 ans, sous l'égide de Georges Duby, grand historien, mais c'est aussi donc des pratiques, celles d'une archéologie appliquée aussi bien au sol, archéologie sédimentaire que l'on conserve, qu'aux élévations. Pratiques et méthodes développées donc il y a 40 ans sur des sites où les élévations étaient les seules sources d'information. Ça a été aussi ce point de départ, c'est-à-dire qu'il s'agissait à certains endroits où toutes les couches avaient disparu du fait de creusements de caves ou simplement d'inaccessibilité de ces parties souterraines habituées aux archéologues. Il fallait réfléchir et développer des méthodes sur les élévations. Et en même temps, quand il s'agit d'élévations conservées, protégées, classées monuments historiques, avec des peintures, comme c'était le cas pour les cryptes de Saint-Germain d'Auxerre, des peintures carolingiennes, il s'agissait évidemment, on s'interdisait d'enlever quoi que ce soit. Donc il s'agissait de déterminer des méthodologies qui permettent d'enregistrer les informations en élévation et de comprendre à partir de là ce qui s'était passé.
Et cette pratique, comme certains le savent, s'est développée dans les années 80, un peu partout, aussi bien en Suisse, en Italie, et ici aussi en Belgique, bien entendu. À travers cela, on a démontré l'importance du relevé. Le relevé, l'observation très précise, in situ, tel qu'on le pratiquait dans le passé sur l'objet lui-même, dans les dessins des céramiques, s'est appliqué à travers aussi toute l'influence de la protohistoire aux élévations et aux composants du bâti, à cette chronologie relative, à cette étude des mortiers, à tout ce qui permettait de renseigner sur ce qu'on avait devant les yeux. Et dans cette approche-là, la place des matériaux est apparue essentielle. Essentielle pour comprendre le bâti sans chercher uniquement sa datation. Car, bien entendu, on le sait, il y a ce souci de l'archéologue de dater. Mais il y a aussi, et de plus en plus, l'idée d'identifier et de caractériser les matériaux utilisés. Que ce soit sur les roches, les mortiers, les enduits trouvés en fouille, qui sont souvent, et qui l'étaient à l'époque, rejetés par les archéologues. On a eu une attention dans ce classement-là, dans la fabrication, l'élaboration de ces mortiers, mais également jusqu'aux couches picturales. C'est ainsi que là aussi on rejoint l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, les analyses de ces couches, mais en relation avec leur contexte et leur inscription dans l'histoire. Ceci a débouché sur une approche très serrée et précise, grâce aussi à l'archéométrie, celle à la fois des enduits, donc des couches picturales, mais aussi des mortiers ou des tuiles, on va en reparler, de la présence des charbons de bois dans un certain nombre de ces constructions, en particulier dans les mortiers, qui allaient permettre aussi, avec la carbone 14, d'aller plus loin que l'on pouvait le faire jusqu'à présent dans la datation. Par conséquent, c'est une autre approche sur les mises en œuvre de la construction, mais aussi sur la datation donc, et la place de certains monuments, comme par exemple le baptistère du Puy-en-Velay, pour citer deux exemples, qui, au moment où on travaillait, c'était il y a 4-5 ans, était daté par l'histoire traditionnelle du Xe siècle, simplement sur la base de sources qui évoquaient la présence d'un évêque qui avait construit. Sauf que l'approche des matériaux, en l'occurrence, la présence des carbone 14, mais aussi la relation qu'on a pu établir entre les sculptures, le montage des blocs et la stratigraphie des couches au sol, nous a permis de remonter beaucoup plus loin, puisque cet édifice est désormais placé, tel que vous le verrez dans la prochaine publication chez Brepols, au VIe siècle. Donc ce décalage important, il est dû avant tout à l'archéologie du bâti et à l'observation des matériaux. On pourrait parler également du premier état du Mont-Saint-Michel, qui a daté pendant très longtemps des premiers temps du 8e siècle, et qui, grâce là aussi à une observation assez fine des matériaux, notamment de la brique, avec des datations en archéométrie, grâce à la thermoluminescence ou l'archéomagnétisme, a permis de situer deux phases de cette partie la plus ancienne de la construction du Mont-Saint-Michel au milieu du Xe siècle. Donc là encore, changement considérable qui n'était plus simplement la conséquence de l'interprétation des sources et de l'approche des simples formes, mais regardez aussi ce qu'il en était des matériaux. Comme on le voit, les enjeux pour l'histoire et la construction sont importants et peuvent être déterminants pour l'avenir de notre approche et la reconnaissance des matériaux, lors des restaurations notamment, comme on va le voir un instant avec la présentation de Sylvain à propos du métal notamment, mais aussi des terres cuites architecturales. On était venu ici présenter cette matériothèque sous forme d'un projet, alors que celle d'ici naissait, et que ce s'en trouverait. Notre projet n'a toujours pas été concrétisé sous forme d'un lieu ou d'une structure d'accueil, mais pourtant, d'un point de vue scientifique, c'est déjà une réalité. Enfin, ça l'était déjà à l'époque, et cette réalité s'est sans cesse enrichie. Par des problématiques scientifiques très concrètes, pour lesquelles je vais vous montrer des exemples, et puis des enjeux scientifiques bien identifiés, des enjeux scientifiques mais aussi patrimoniaux, scientifiques en termes de connaissances, patrimoniaux, en termes de choix de restauration, qui vont être guidés par cette connaissance des matériaux. Donc en gros, on aboutit quasiment à la création, même si le lieu n'existe pas, même si ce projet ne s'est pas concrétisé, à un centre de ressources un peu virtuel par une documentation qui s'accumulait, des relevés, des bases de données, tout un tas de données qui sont engrangées à chaque expérience nouvelle. Donc je vais traiter deux exemples pour illustrer ce propos. Les matériaux de couverture avec les tuiles, les terres cuites donc, et le métal dans la sculpture monumentale. Alors pourquoi aborder la question de la tuile dans le cadre des matériaux? C'est qu'en contexte sédimentaire, les archéologues sont confrontés, quel que soit le continent, à un problème qui est la fragmentation. C'est-à-dire qu'on est tellement soumis à ce problème-là que l'on ne peut pas reconnaître les formes de ces matériaux et il faut passer par d'autres approches. Et on sait que sur les monuments, il y a des éléments complets que l'on peut aborder de manière beaucoup plus satisfaisante. Déjà à l'époque, Viollet-le-Duc, on a ce problème de fragmentation.
Excusez-moi, j'ai un problème de synchronisation. Ce problème de fragmentation, donc, qui est un gros problème pour les archéologues pour comprendre ces matériaux, alors que sur les toitures, on a des éléments entiers que l'on peut étudier et pour lesquels Viollet-le-Duc avait déjà focalisé son attention au XIXe siècle. Et pourtant, il va falloir attendre les années 90 pour que la question évolue vraiment, avec l'exemple des toitures de la cathédrale de Meaux en France, où c'est la première fois qu'on va soumettre ces tuiles que l'on pensait anciennes, et que l'on pense toujours anciennes, à des analyses de laboratoire, en thermoluminescence par exemple, qui vont confirmer que ces tuiles sont bien d'époque médiévale. Contrairement à une idée reçue, donc en fait, les toitures actuelles des monuments peuvent encore conserver des éléments anciens, et on le sait on l'explique par les techniques de restauration et d'entretien traditionnelles, c'est-à-dire qu'à chaque réparation, on réutilise les matériaux anciens et on les complète par de nouveaux afin de compléter les manques. Alors par une approche archéologique adaptée que je ne vais pas détailler, notamment de la typologie, en travaillant sur les formes, sur les dimensions, sur les systèmes de fixation, et en croisant avec des analyses en laboratoire, en datation notamment, par l'archéomagnétisme et la thermoluminescence, ça aussi je ne détaille pas, on peut arriver à construire, à reconstituer des typologies et les dater. Vous avez exemple ici des tuiles de la cathédrale d'Auxerre. On a pu reconnaître des types que l'on connaît encore aujourd'hui, des types accrochés, mais aussi des types de tuiles sans crochet qui tenaient uniquement avec des chevilles en bois, des choses que l'on ne trouve plus aujourd'hui. On a même retrouvé par moment la petite cheville en bois, ou alors des grands formats de tuiles. On a des formats qui vont jusqu'à 40 cm de long, ou carrément les fêtières, qui sont extrêmement spectaculaires par leur dimension. Autre exemple également sur la cathédrale de Sens, où là on a pu travailler sur la polychromie de ces toitures, mais également on a pu pousser beaucoup plus loin le problème de la datation. Maintenant, on a tendance à considérer que tout est datable dans un toit. Après la charpente qui se date assez facilement, on a tendance à penser que les tuiles se datent aussi, mais la terre cuite, c'est beaucoup plus compliqué. Et très souvent, il y a des architectes qui viennent me voir en me disant « mais alors comment on fait pour dater une tuile ?» Déjà, on ne date pas une tuile, on date un lot de tuiles. Ce n'est pas possible de travailler sur un élément, donc d'où l'idée d'une collection de références, de matériothèque. Mais aussi, la clé, ce n'est pas de travailler avec une méthode de datation, mais avec un ensemble de méthodes de datation. Et même, on est obligé de travailler avec des statisticiens, des spécialisés dans ces méthodes de datation, pour croiser ces différentes méthodes. Vous avez ici, pour cette huile de Sens, la thermoluminescence associée à l'archéomagnétisme, qui permet de retenir un pic de datation particulier et de restreindre cette datation à une période très courte de quelques décennies. On a même pu donc travailler à partir de Sens sur une collection de tuiles polychromes et arriver à des propositions de restitution sur lesquelles je ne m'attarde pas, mais c'est pour vous montrer jusqu'où on peut pousser la démarche. Alors, ce qui vaut pour ces grandes cathédrales, ces grands monuments, vaut également pour des édifices plus modestes, comme les églises paroissiales. Je ne m'attarde pas, mais évidemment, sur ces petits édifices, on a aussi encore un potentiel extrêmement important, très riche, parce que peu restauré, peu altéré, eh bien, on a également des collections à recueillir qui sont tout à fait considérables. Ça nous a permis, sur l'ensemble du département de l'Yonne, en Bourgogne du Nord, de constituer un corpus important sur plusieurs monuments, d'à peu près 2000 références, 2000 tuiles, qui constituent à peu près une trentaine de typologies, et d'entrevoir concrètement ce problème de matériothèque. Donc c'est des problèmes de stockage, mais qu'on est obligé d'organiser, évidemment, avec les moyens du bord, même si on n'a pas un centre qui est dédié, mais qui permet de répondre très concrètement à un certain nombre de questions et à un certain nombre de problèmes. Vous avez vu le problème de la fragmentation. Eh bien, désormais, même si on ne peut pas répondre à toutes les questions d'identification, on est en mesure, pour certaines tuiles, certaines typologies, d'apporter des réponses en termes justement de reconnaissance de ces formes. Également, sur les systèmes de fixation, aujourd'hui, les archéologues ont tendance à faire des typologies en fonction de la disposition des perforations associées au crochet, selon que la perforation est à gauche ou à droite du crochet. Et par l'étude de ces lots importants et l'association de ces méthodes de datation, on se rend compte qu'il n'y a pas une époque où on fait une perforation à droite, à gauche ou en dessous du crochet, mais qu'en fait, c'est le même lot par le tuilier qui est fabriqué, qui est décliné avec ces différentes catégories pour le besoin du couvreur. Parce qu'en fonction de sa position de travail et de la mise en œuvre, eh bien, en fait, on est obligé d'avoir cette diversité de dispositions. Donc là aussi, on a des retours méthodologiques très concrets sur la façon de construire et d'organiser des typologies sur les matériaux de couverture. Et puis, on voit que ces matériaux évoluent sur le temps. Avec ce corpus important, vous voyez qu'entre le XIIe et le XIVe siècle, on a une évolution considérable des dimensions. Plus on recule dans le temps, plus les tuiles, les dimensions augmentent. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre aux tuiles médiévales, mais nos collègues antiquisants font les mêmes constats sur les tégulas, ou plus récemment, si vous vous
Pardon, si vous amusez à regarder les sacs de ciment depuis l'entre-deux-guerres, ben vous verrez une diminution constante du volume et des poids, parce que en fait, on est sur le même phénomène que plus un matériau se démocratise, plus on adapte son ergonomie et sa maniabilité. On a aussi débouché sur des questions assez inattendues d'ordre plus ou moins économique, c'est-à-dire qu'en travaillant sur ces lots de tuiles, on s'est rendu compte que même si la couverture est l'étape ultime du chantier, eh bien c'est aussi une difficulté pour les constructeurs. On a des chantiers qui arrivent assez importants, comme la cathédrale de Sens, qui arrivent à réunir de grandes quantités nécessaires. Forcément, bon, on peut imaginer que c'est gagné d'avance vu les moyens importants mobilisés, mais pourtant la cathédrale d'Auxerre, qui est juste à une 50 km de là, de Sens, eh bien on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. On était obligé de faire venir au moins 4 tuiliers différents, 4 productions différentes, 4 origines différentes, parce que les moyens du chantier ou la disponibilité de ces matériaux n'est pas la même. On est dans un système, on le sait par les historiens de la construction, où il y a une très forte demande au Moyen-Âge en tuiles, mais le système de production a du mal à satisfaire la demande. Et là aussi, on peut apporter un regard archéologique par ces matériaux lorsqu'ils sont étudiés dans de bonnes conditions. Alors, on a aussi pu ouvrir des portes du côté d'autres types de matériaux, comme les tuiles creuses que l'on rencontre dans le sud de la France, mais qui ont existé dans le nord de la France et de l'Europe. Ces types de matériaux ont évolué, ils n'existent plus. Ils ont été remplacés au cours de l'histoire par d'autres matériaux, comme les tuiles plates ou les ardoises. Et on a pu, donc, pas non plus, là, on n'a pas pu apporter toutes les réponses à nos collègues qui travaillent sur ces tuiles creuses, mais on a pu apporter une certaine expertise avec le recul que l'on avait sur les tuiles creuses, sur les tuiles plates, pardon. À partir de fouilles, parce que le problème des fouilles, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on est face à des problèmes de fragmentation, comme je l'ai dit, mais aussi face à des problèmes d'échantillonnage. Et on a aussi pu aller dans une autre direction, qui est avec ce réseau Terre-Cuite architectural, TCA. Chez nous, TCA, c'est Terre-Cuite architectural, c'est pas trouble du comportement alimentaire. Sur Google, ça existe aussi, vous verrez. Alors, on a constitué en France un réseau, mais qui associe aussi des Belges. Et donc, ce réseau, donc l'idée, c'est de mettre en communication tous les gens, toute la communauté travaillant sur les terres cuites, aussi bien pour le Moyen-Âge que pour l'Antiquité. Et on a mis en place, l'idée, c'est de mettre en place un certain nombre d'outils. Et le premier outil qui est maintenant en ligne sur la page du réseau, il y a un blog hypothèse, et bien c'est ce protocole qui donne des orientations pour les archéologues pour prélever ces éléments en terre cuite, qui sont très nombreux sur les sites, vous le voyez, et qui permet justement de donner un certain nombre d'orientations sur qu'est-ce qu'il est pertinent ou pas de prélever dans le cadre d'une fouille préventive, parce que vous savez qu'une fouille préventive, on est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout sélectionner, et il y a des orientations à privilégier. Alors, l'autre volet important, une autre répercussion importante de ce travail de connaissance sur les terres cuites et sur les tuiles, ça a été de pouvoir répondre à des problèmes d'expertise demandés par les monuments historiques. Donc là, j'ai un exemple sur le château de Gy, en Franche-Comté, où là, effectivement, la présence de tuiles creuses, de tuiles plates glaçurées, avec des couleurs. Vous voyez ici un pureau vert, un pureau jaune, un pureau orange, donc avait conduit à l'architecte à faire des propositions de restitution polychrome de la toiture. Et comme on n'est pas loin de la Bourgogne, eh bien, le réflexe de beaucoup d'architectes, c'est de se calquer sur la Bourgogne. Sauf que l'on sait par des études iconographiques assez pointues que chaque région, en réalité, a un petit peu son vocabulaire iconographique spécifique. Et ça avait été complètement éludé par cet architecte. Et du coup, il y avait eu une espèce de conflit au sein des monuments historiques qui avait abouti à une inspection. Cette inspection avait conclu que il fallait demander une étude archéologique pour essayer d'en savoir un peu plus sur ces matériaux et effectivement sur les motifs que l'on était susceptible de reconstituer. Alors on n'a pas pu reconstituer les motifs d'origine, mais on a pu donner des orientations et éliminer des hypothèses. Je ne rentre pas trop dans les détails. Donc on a étudié ces tuiles, leur format, leur coloris, etc. Et on s'est rendu compte qu'on a deux productions avec des épaisseurs différentes, autour de 20 mm et 16 mm. Ce n'est pas une grosse différence, mais c'est bien une différence. Avec à la fois, donc on retrouve dans les deux corpus toutes les variations de couleurs, marron, noir, jaune, vert, et on les retrouve à chaque fois dans les mêmes proportions. Donc c'est bien deux commandes qui ont été faites à des tuiliers dans le même but pour composer la même toiture, le même motif. Et on a pu, en croisant avec une approche iconographique, faire des propositions de restitution pour définir le parti de restauration. Autre exemple, et je terminerai là-dessus pour les couvertures, l'exemple de la cathédrale de Lisieux, qui est un monument assez exceptionnel.
On ne croirait pas comme ça, vu les dégâts de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vraiment un monument pour lequel, si je peux me permettre, le statut, le classement, le degré de protection monument historique est quasiment insuffisant. Je pense qu'il mériterait beaucoup plus, parce que c'est quasiment le seul monument en Europe, il faut le savoir, qui a conservé l'intégralité de ses charpentes de la fin du XIIe siècle. Mais il ne conserve pas seulement ses charpentes, mais aussi une partie de ses tuiles, probablement de la fin du XIIe siècle. Donc c'est vraiment un potentiel très important pour les toitures, pour la connaissance des toitures. Et là aussi, on a répondu à une demande des monuments historiques qui consistait justement à évaluer ce potentiel des couvertures anciennes, puisqu'on savait qu'il y avait des tuiles peut-être de la fin du XIIe siècle. Donc ça aussi, ça reste à confirmer en termes de datation. Mais tout le problème, c'était de reconnaître l'importance de ce potentiel pour pouvoir le prendre en compte au moment des restaurations. Donc on a fait une étude en repérage, avec des zonages. On a pu identifier des secteurs où ce potentiel est extrêmement fort. Et puis faire des recommandations par espace. Bon, c'est très détaillé, mais des recommandations là où avec des secteurs là où la présence d'archéologues est absolument indispensable, là où l'archéologue l'est beaucoup moins, voire pas du tout, puisqu'il y a des pans entiers qui ont été refaits. Vous l'avez vu avec les travaux qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et puis on a pu mettre en place aussi un protocole d'intervention, suggérer un protocole d'intervention pour associer aux travaux de restauration au plus près de ces travaux la démarche de la connaissance consistant à recueillir avec les couvreurs ces tuiles et à les prendre en compte dans le processus de connaissance. Je termine sur l'exemple du métal. La question du métal dans les monuments a été posée donc il y a une trentaine d'années à partir de Beauvais et d'autres exemples en France où on a reconnu que le métal était très présent dans la construction gothique, dans le gros œuvre. Et on a fait le même constat à Auxerre il y a une petite dizaine d'années. Et à Auxerre, on était un petit peu plus loin puisqu'on s'est rendu compte que ce métal, en fait, est également présent dans la sculpture. Alors, dans la sculpture, on a tendance à penser que le métal a surtout un rôle de pansement, de réparation, mais on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, et c'est ce qui est cartographié sur la gauche, eh bien, on s'est rendu compte que ce métal joue un rôle à part entière dans la sculpture, dans la mise en œuvre originale de la sculpture, puisque par exemple ici, vous avez un petit élément non pas qui a été rapporté mais, par la suite, après les restaurations, mais au moment du chantier, puisqu'en fait, le volume de la pierre sculptée ne permettait pas au sculpteur de réaliser ce petit élément qui était fixé à l'origine par un système de clavettes et de goujons que le relevé permet de rendre. Donc là aussi, vous avez une belle illustration de ce que peut être une matériothèque ou un centre de ressources sur les matériaux, c'est que ce n'est pas forcément collectionner à tout va les matériaux, même si c'est quelque chose que l'on aime bien, c'est aussi collectionner des références, des informations sous forme de relevé, avec tous leurs détails techniques de mise en œuvre sur ces aspects-là. On a aussi poussé la curiosité, puisque là on est au XVe siècle, sur la cathédrale d'Auxerre, on a poussé la curiosité de savoir si la présence de la sculpture la présence du métal dans la sculpture était une réalité ancienne. Et en travaillant sur Vézelay, on s'est rendu compte que dès l'époque romane, effectivement, on utilisait le métal dans les éléments sculptés. Donc ça aussi, ça surprend beaucoup les historiens de l'art aujourd'hui. Et on a pu faire la démonstration sur ce tympan, qui en fait est le tympan qui ornait au départ l'avant-nef de Vézelay. Alors pour ceux qui connaissent Vézelay, ne serait-ce que par les livres, on voit souvent ce grand tympan que l'on voit dans l'avant-nef, mais qui en fait précède la nef. Le tympan qui précède l'avant-nef, celui que vous voyez en arrivant sur le parvis, est un tympan restauré par Viollet-le-Duc. Et celui-ci, Viollet-le-Duc, a déposé l'ancien tympan qui était vraiment très dégradé et il l'avait entreposé sur le flanc sud de la cathédrale, de l'abbatiale. Et ce tympan déposé, qui subissait les intempéries, a été restauré. Donc il y a eu une nouvelle phase de dépose et afin d'être mis à l'abri. À ce moment-là, on a aussi pu faire des observations et se rendre compte que, là aussi, il y a une présence du métal qui est non négligeable. Ce n'est pas forcément étonnant puisqu'on est sur des systèmes de pose en délit. La mise en œuvre en délit consiste à mettre en place des blocs qui sont assez prononcés en hauteur, donc avec des risques de basculement importants, et c'est là que le métal joue pleinement son rôle. Mais on a été au-delà, puisque en fait, on s'est rendu compte que ce métal a été utilisé pour des réparations non pas postérieures à ce tympan, mais en cours de chantier, puisqu'on s'est rendu compte que, et ça c'est tout nouveau dans ce domaine-là, on s'est rendu compte qu'il y a des crampons, voyez, qui ont été posés à l'emplacement de fissures
et qui ont été posées sur les flancs des blocs, des choses qui n'ont pas pu être posées postérieurement à la mise en œuvre de ces blocs. Alors ça peut paraître étonnant, mais on vient de faire exactement le même constat à la cathédrale du Mans il y a quelques semaines, donc c'est fraîchement acquis et je vous en fais profiter sur ce tympan pour lequel on a aussi une demande d'expertise des monuments historiques, où là on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'éléments métalliques avaient été posés sur des blocs qui présentent des fissures dès l'origine au moment de la mise en œuvre. Alors ça peut paraître surprenant, surtout que cette lecture de ces ouvrages sculptés est quand même assez occultée par ce discours sur la sculpture qui est très important, mais on a tendance à oublier que ces ouvrages posent des problèmes techniques et des problèmes dès la carrière. Trouver des blocs comme ça aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème, mais à l'époque, on a des carrières qui sont ouvertes, mais on n'a pas non plus énormément de carrières. Il y a un choix limité. Lorsqu'on a extrait un bloc de grande dimension, eh bien on est obligé, pour des raisons économiques, mais aussi peut-être pour des questions de délai et de commande, de faire tout le nécessaire pour que ce bloc arrive à destination donc, sur le tympan, et que même si des fissures se déclarent en cours de chantier, on est obligé de pallier à ce problème-là. Donc là, ce sont des hypothèses en cours et qui illustrent ce problème du regard que l'on a maintenant sur les matériaux. Alors pour conclure, donc, vous avez vu que donc, on est en présence de problématiques bien identifiées sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on peut collecter des matériaux, mais que l'intérêt de ces matériaux, c'est comme les collecter en rapport avec leur contexte, grâce à une lecture archéologique de leur contexte et du bâtiment. Des enjeux importants, vous l'avez vu, en termes de connaissances, mais aussi en termes de patrimoine, de connaissances des bâtiments pour tout ce qui concerne la caractérisation de ces matériaux, mais aussi leur mise en œuvre, leur datation, ou même une approche économique du chantier en termes d'approvisionnement, vous l'avez vu avec les tuiles. Et pour le côté patrimoine, évidemment, là, non seulement on est sur une meilleure connaissance, une meilleure perception du bâtiment, mais on est aussi en mesure de mieux identifier les parties de restauration qui s'imposent lorsque un chantier démarre. Évidemment, on passe par des impératifs. Le premier impératif, on passe par une phase accumulative de données. On est obligé de recueillir ces matériaux sur place par une contextualisation, mais aussi par un prélèvement relativement adapté, plus ou moins systématique, et ça commence à déjà poser des problèmes de stockage. Et une fois ces prélèvements réalisés, on est obligé aussi de passer par une phase de collecte d'informations qui peut prendre du temps. Vous avez vu que 2000 références en tuiles, ça ne s'est pas fait. Vous imaginez que ça ne s'est pas fait en quelques temps, en quelques heures. Ça ne s'est pas non plus fait en quelques années. C'est un travail qui n'a pas été continu. Il y a eu des interruptions au fil aussi des opportunités. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut envisager des synthèses et de valoriser cette synthèse justement dans le cadre de collection de références qui peut justement être présentée dans le cadre d'une matériothèque. Alors cette matériothèque, vous avez vu que même si elle n'existe pas, eh bien, elle existe d'un point de vue scientifique. On a déjà des références scientifiques à proposer à nos collègues, qu'ils soient archéologues ou des monuments historiques, avec des références techniques également pour définir des parties de restauration. Et puis, il y a un volet qui nous reste à développer, qu'on essaye de développer dans le cadre de formation, mais qui resterait pleinement à développer dans le cadre d'un centre adapté. C'est le volet pédagogique pour des scolaires, pour les métiers du bâtiment et également pour les formations universitaires. Donc au final, vous l'avez vu, et Christian vous l'a montré tout à l'heure, c'est que ce regard sur les matériaux a évolué. Au départ, les archéologues, vous voyez, c'est l'intérêt d'étudier les matériaux uniquement pour la datation. C'est-à-dire que le bois, au départ, c'était surtout les anthropologues qui l'étudiaient. On faisait appel aux anthropologues uniquement dans un but intéressé, qui consistait à dater un bâtiment. Et maintenant, cette vision a quand même évolué, puisque en fait, on se rend compte que ces matériaux ne sont pas que vecteurs de datation, mais d'une véritable connaissance au sens général. Je vous remercie.